Je m'appelle Claire. Et si je me tiens aujourd'hui dans le monde feutré du luxe, ce n'est pas par goût des sacs hors de prix ou des cocktails sur les toits parisiens. Non, si je suis là, c'est à cause de ce que j'ai vu enfant. Je devais avoir 8 ans quand j'ai compris que le monde des adultes pouvait être cruel. Mon père, Emilio, était un maroquinier émigré, un homme qui savait transformer un morceau de cuir brut en un chef-d'œuvre. Chaque soir, en rentrant, il sentait le cuir, la colle et un peu la fatigue. Au début, il souriait encore. Il posait sa main rugueuse sur ma tête et disait « Ça va aller, ma princesse ». Puis, petit à petit, le sourire s'est effacé. Ses épaules se sont voûtées. Ses silences sont devenus plus longs, plus lourds. Je l'entendais le soir se disputer à voix basse avec ma mère. Ils veulent que je parte et disent que je coûte trop cher. Je voyais les factures s'accumuler sur la table de la cuisine. Et puis un soir, il est rentré avec une enveloppe blanche. Il n'a pas pu me regarder. Il s'est enfermé dans la salle de bain. C'est ce jour-là que j'ai compris. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que mon père ne valait plus rien. Et dans ma tête d'enfant, une promesse est née. Un jour, je trouverai ceux qui font ça. Et je les forcerai à affronter la douleur qu'ils sèment. Après la mort de mon père, quelque chose s'est figé en moi. Je voyais mes camarades de classe dessiner des princesses et des super-héros. Moi, je griffonnais des diagrammes d'entreprise, des organigrammes, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Très tôt, j'ai su que je ne voulais pas devenir une artiste ni une créatrice, mais une stratège. Je voulais comprendre comment un seul cadre, assis derrière un bureau en verre, pouvait ruiner un atelier entier sans jamais voir le visage de ceux qu'il détruisait. Au lycée, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais simplement « je protégeais ceux qui n'ont pas de voix ». Les autres me regardaient comme si j'étais folle. Mais je savais déjà que ma vie serait une préparation. J'ai choisi une école de commerce à Lyon, puis un master en supply chain, parce que c'était là que se jouaient les vraies batailles, celles qui décidaient de la survie d'un atelier ou de sa disparition. J'étudiais la logistique, les négociations, les contrats, tout ce que les autres trouvaient ennuyeux. Je m'y plongeais avec la détermination d'un soldat. Je me rappelle ces nuits blanches passées à décortiquer les clauses légales, à comprendre comment quelques lignes pouvaient condamner un artisan ou le sauver. Car pour moi, ce n'était pas qu'un métier, c'était la seule arme que j'avais pour tenir ma promesse. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu l'email. Maison Bellange recherche un responsable supply chain pour sa division maroquinerie. Mon cœur s'est emballé. J'avais 27 ans. C'était comme si le destin frappait à ma porte. Je savais qu'intégrer Bellange, c'était m'approcher du cœur du système, et surtout de celle que tout le monde décrivait comme la grande prêtresse des coups, Gwenaëlle Ollier. Le siège de la maison, avenue Montaigne, avait l'air d'un palais de marbre et de verre. Les ascenseurs sans bruit, les couloirs couverts de moquettes beige, l'odeur subtile de cuir neuf et de parfum. Quand je suis entrée dans la salle d'entretien, elle était là. Gwenaëlle. Tailleur impeccable, cheveux blonds tirés en chignon, regard acéré. Elle m'a jaugée, comme une pièce de cuir qu'on teste avant de la couper. Claire, vous savez qu'ici on attend l'excellence, et qu'il faut parfois se montrer ferme. Pensez-vous en être capable ? J'ai pris une respiration, j'ai enfoui ma haine au plus profond de moi, et j'ai répondu d'une voix douce. Madame Ollier, je n'ai aucun problème à prendre des décisions difficiles pour le bien de la maison. Elle a esquissé un sourire. À cet instant, j'ai su qu'elle me croyait docile, et moi, j'ai compris que j'étais enfin là où je devais être pour commencer mon plan. Dès ma prise de poste, je suis partie sur les routes. Mon bureau était un sac de voyage, mon quotidien les gares et les ateliers. À Florence, j'ai rencontré Akio Tanaka, un homme mince au regard fier, qui parlait avec un accent mêlant japonais et italien. Dans son atelier, il m'a montré un portefeuille cousu à la main avec une précision que même la machine la plus moderne ne pourrait égaler. Il m'a parlé de son grand-père, venu au lendemain de la guerre pour enseigner son art. En Bulgarie, j'ai partagé un café brûlant avec la famille Petrova. Ils vivaient à l'étage d'un petit atelier où la grand-mère découpait les doublures et le fils vérifiait chaque couture. Ils parlaient de leur pays quitté pour échapper aux persécutions, mais aussi de la peur qui les rangeait. Celle qu'une grosse maison de luxe, comme la nôtre, ne rompe un contrat sans explication. Puis dans le Périgord, j'ai dormi chez les Lemaire. Leur maison sentait le bois et la cire. Colette, la matriarche, me montra ses gants cousus à la main depuis qu'elle avait 14 ans. Elle me dit en pleurant « On vit au jour le jour, un coup de fil de Paris peut nous achever. » Ils allaient qu'à ces artisans, ces vies suspendues à un email, étaient les mêmes que celles de mon père. Avec eux, j'ai commencé à bâtir un réseau,
à leur promettre qu'un jour, on leur rendrait la dignité qu'on leur refusait. Chaque déplacement m'amenait un peu plus près de la vérité. Dans chaque atelier, on m'a raconté des histoires étrangement similaires, des baisses de commandes brutales, des rumeurs orchestrées pour salir la réputation d'un artisan, des contrats rompus sans préavis. Et toujours un nom revenait, murmuré comme un mauvais sort, Gwenaël Ollier. J'ai commencé à recouper les informations. Dans les emails internes que je réussissais à consulter, je trouvais des phrases glaciales. Ce fournisseur est trop sûr de lui, il faut lui rappeler qui décide. Ou encore, annuler la commande, on rachètera ses stocks à vil prix. Des mails souvent envoyés tard dans la nuit, comme si l'inhumanité s'exprimait mieux dans l'obscurité. Les visages de ceux que je rencontrais se superposaient à celui de mon père. Linda Chen, licenciée juste avant Noël. Roberto Vega, commercial espagnol devenu chauffeur de taxi après une suppression de poste. Elise Kowalski, dont l'atelier avait été mis à genoux avant que ses machines soient rachetées pour presque rien. Je me souviens d'une nuit blanche, passée à aligner ses preuves dans mon petit appartement parisien. Mon bureau croulait sous les dossiers. Chaque nouvelle pièce venait compléter le puzzle, révélant un schéma clair. Gwenaël construisait sa carrière en détruisant ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre, et j'étais désormais certaine que si je voulais tenir ma promesse, le temps de passer à l'action approchait. Les preuves s'accumulaient, mais je savais qu'elles ne suffiraient pas. Pour protéger ceux que Gwenaël et d'autres comme elle écrasaient, il me fallait une arme plus puissante, la loi. Ces petites phrases qu'on glisse dans un contrat qui peuvent changer un destin. J'ai commencé à insérer dans chaque nouvel accord des clauses subtiles. Elles paraissaient anodines, mais stipulaient qu'en cas de rupture unilatérale, la maison Bélange devrait verser des indemnités colossales équivalentes à plusieurs mois, voire années de commandes. Je présentais ces clauses comme des garanties de continuité, des standards pour rassurer les artisans. Et, fascinée par les économies immédiates que je faisais réaliser, Gwenaël les validait sans lire. Chaque signature était pour moi un pas de plus vers ma promesse. Entre 2 déplacements, j'organisais des appels avec les artisans. Je leur expliquais calmement. Ces clauses sont votre filet de sécurité. Si un jour quelqu'un tente de vous briser, vous aurez un recours. Certains n'y croyaient pas. D'autres pleuraient, comme Akio qui m'écrivait un mail. Claire, je n'ai jamais pensé qu'un cadre de Paris pourrait se soucier de nous. En les rassurant, je tissais une toile solide. Une toile qui protégerait ceux que Gwenaël considérait comme des pions, et qui, si elle bougeait trop brusquement, se refermerait sur elle comme un piège parfait. Je n'oublierai jamais ce matin de novembre. Le ciel de Paris était gris, la pluie battait les vitres du siège de la maison Bélange. Dans la grande salle de réunion, le silence régnait. Autour de la table, les directeurs et le PDG feuilletaient leurs dossiers en attendant le début du comité stratégique. Gwenaël, elle, était rayonnante. Elle savait que son plan de réduction des coûts la rapprochait d'une promotion au comité exécutif. Quand vint le point sur les risques fournisseurs, je pris la parole. Je sentais mon cœur battre comme un tambour, mais ma voix resta posée. Avant de continuer, je dois vous présenter une analyse essentielle. Je branchai mon ordinateur et les contrats signés s'affichèrent à l'écran avec les clauses de pénalité en cas de rupture. Un frisson parcourut la pièce. Gwenaël fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces montants ? Ces contrats sont absurdes. Qui a validé ça ? J'ouvris une vidéo enregistrée lors d'une visioconférence. Elle apparaissait, signant d'un geste agacé, sans me mire. Le PDG tourna lentement la tête vers elle, blême. Alors, je sortis les témoignages, les emails, les preuves de ces méthodes. Les mots humiliation, pression, chantage s'affichaient sur le grand écran. Je la regardai droit dans les yeux. Vous avez bâti votre carrière sur la peur. Aujourd'hui, vous allez goûter à ce que vous avez infligé. Le PDG claqua des doigts. Madame Ollier, vous êtes suspendue. Audit immédiat. En sortant du siège, le vent froid de novembre me giflait le visage. J'ai marché sans but dans Paris, laissant l'adrénaline redescendre. Chaque pas me ramenait un peu plus à la réalité. C'était fini. Gwenaël ne pourrait plus briser d'autres vies impunément. Je me suis arrêtée sur un banc du pont Alexandre III. Les lumières de la ville se reflétaient sur la Seine comme des milliers d'étoiles tombaient à l'eau. J'ai sorti mon téléphone, appelé ma mère. « Maman, c'est terminé. J'ai tenu ma promesse. » Sa voix, tremblante de fierté, m'a réchauffé le cœur. De retour chez moi, j'ai ouvert la vieille boîte en bois où je garde la montre de mon père. Je l'ai serrée dans ma main. Je me suis rappelé ces mots quand j'étais petite. Le travail bien fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais ce soir-là, j'ai compris que mon combat n'était pas seulement pour lui, qu'il était pour tous ces artisans, ces gens invisibles dont le talent fait la grandeur du luxe français. Depuis ce jour, je continue.
Je passe mes soirées à aider les petits ateliers à négocier, à comprendre leurs droits. Je crée des liens entre eux pour qu'ils ne soient plus jamais seuls face aux géants. Car le luxe n'est rien sans ceux qui le fabriquent. Et tant que je vivrai, je me battrai pour qu'aucune main, aussi humble soit-elle, ne soit jamais méprisée ou oubliée.